peut-elle aller? Alors certains font de la publicité en essayant de respecter la loi, d'autres s'assoient complètement sur des règles. Alors que certains grands médias ne veulent pas entendre parler de cigarettes électroniques, d'autres ferment parfois les yeux. Les cigarettiers se sont déjà fait tancer par les associations anti-tabac sur la publicité dans les bureaux de tabac. La filière de la vape est-elle exemplaire et à l'abri? C'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Quel est le juste milieu entre l'information légitime à destination des fumeurs et le cadre strict de la publicité? C'est parfois une frontière qui est difficile à saisir. On va en parler avec deux invités. Tout d'abord, Guylain Armand, qui est fondateur et journaliste au Vaping Post. Bonjour Guylain. Bonjour. Et évidemment Sébastien Bézieux, vice-président de l'association SOVAP, qu'il a confondée en 2016, dont le but est d'agir et dialoguer pour la réduction des risques. Il a aussi créé le blog VapU et le magazine VapU. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc on va évidemment commencer par refaire un petit point général sur la publicité. Guylain, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la réglementation en matière de pub concernant le tabac peut-être en premier lieu, mais en tout cas la vape ensuite? Oui, c'est assez simple à résumer. La date clé, c'est 2016. C'est le moment où le cadre réglementaire européen, qui avait été défini dans la TPD, a été transposé dans la loi française, et notamment la modification du Code de la santé publique. Et à partir de mai 2016, les produits du vapotage, produits du tabac, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de publicité pour les produits du vapotage au même titre que les produits du tabac, les cigarettes combustibles, etc. Donc la situation est vraiment en fait très simple à comprendre. C'est qu'on ne peut pas, en théorie, ici on est dans un salon du vapotage, mais on pourrait très bien être dans le salon de la cigarette combustible. Donc la question c'est est-ce qu'on enfreint la loi ou pas? Oui, complètement. Mais on a un couvert de lutte contre le tabagisme, on a une utilité sociale, etc. Donc c'est ce qui fait que la situation est beaucoup plus complexe que la loi. Mais la loi est très claire, quoi. La loi, on ne peut pas faire de publicité pour les produits du vapotage. Alors j'essaie de comprendre un petit peu l'intention du législateur qui a derrière ça. Pour nous, pour l'industrie, c'est clair que cela permet de sortir du tabagisme, le vapotage. Sébastien, est-ce que tu pourrais me dire, à ton avis, pourquoi la publicité est-elle interdite pour la vape au même titre que le tabac, selon toi? Comment tu sens ça? Pour moi, c'est complètement irréel. Pourquoi? C'est l'imaginaire, le vapotage, la vapeur, la nicotine, etc. Et à un moment donné, le législateur, qui comprend peut-être pas forcément tous les tenants aboutissants, se couvre et dit bon bah le plus simple, c'est de faire pareil que le tabac, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, parce que je pense qu'il faut rappeler qu'il y a un traumatisme dans la santé publique qui est que le tabagisme a fait beaucoup de morts et que la protection des jeunes notamment, parce qu'on sait que plus un fumeur commence tôt et plus il sera consommateur de tabac. Donc par crainte et par ce traumatisme du passé, le législateur décide de couper court à cette question-là et d'interdire tout simplement les moyens de communication pour ce produit. Donc là, aujourd'hui, c'est totalement interdit au même titre que le tabac. Mais comme tu le disais, malgré tout, il y a quoi? Il y a une sorte de tolérance. Il y a une marge de manœuvre qui est plus large pour la vape. Il y a une tolérance constatée, mais en tout cas, elle n'est pas officialisée du tout. Et elle est d'ailleurs même menacée tous les jours, puisqu'il y a quand même des choses qui se passent juridiquement sur notre territoire, où des associations de lutte contre le tabagisme s'en prennent à des vendeurs de cigarettes électroniques, en essayant de leur rappeler la loi, parce que la loi, c'est bien la loi. Le Code de la santé publique dit qu'on ne peut pas faire de publicité pour les produits du vapotage en dehors du lieu de vente, et sous certaines conditions, ou en dehors des communications entre professionnels. Mais le grand public, normalement, ne doit pas être exposé à des messages commerciaux en provenance de vendeurs en dehors du lieu de vente. Donc il y a une tolérance constatée parce que pour l'instant il n'y a pas encore eu des milliers d'euros perdus dans des procès à tout va, il n'y a pas eu encore de grandes faillites ou de grands procès télévisés, etc. Mais il se passe quand même des choses. Donc il ne faut pas non plus fermer les yeux sur cette question-là parce qu'elle est centrale et elle est vraiment menaçante. Concrètement, tu dis qu'il se passe des choses. Peut-être que ça serait intéressant de savoir quoi. Il y a des procès qui sont en cours, il y a plusieurs entreprises qui sont attaquées aujourd'hui. Et si elles sont attaquées, qui les attaque? Est-ce que c'est l'État directement, c'est-à-dire le procureur? Est-ce que c'est les associations? Et est-ce que c'est les mêmes associations qui luttent contre le tabac? Alors on va profiter pour préciser que ni Guylain ni moi ne sommes avocats. Oui, Voilà, bien sûr, donc ouais. on a une parole
extérieure. Parole d'accord d'expert, mais pas juridique. En fait, en général, de moi, ce que je comprends de la justice, les gens qui attaquent parce qu'ils ont un intérêt à attaquer. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce sont les associations anti-tabac qui ont fait un super boulot depuis des années et des années. Mais ils ont vu débarquer le vapotage, c'est nouveau pour eux. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont dans ce champ-là. Et leur intérêt, c'est de lutter contre le tabagisme au sens large. Et donc, du coup, c'est eux qui attaquent. Parce que finalement, c'est rapport à leur objet. Et notamment dans les procès qui ont lieu, aujourd'hui, ils font légitimer leur intérêt. C'est-à-dire que ce sont des associations qui se sont créées il y a 40, 50, 60 ans, enfin c'est très vieux, et ils s'étaient créés sur la lutte contre le tabagisme. Et aujourd'hui, ils font inscrire justement dans les décisions le fait que maintenant, il faudrait que s'inscrive de fait la lutte contre le vapotage aussi, parce que c'est dans la continuité de leur objet. Voilà. Donc le principe, c'est ça. C'est-à-dire que c'est leur objet, c'est leur intérêt. En principe, c'est pas un intérêt financier ou quoi que ce soit, mais c'est leur intérêt, c'est leur rôle, et donc ils attaquent pour faire respecter la loi, ce qui est complètement normal en fait. Oui, c'est leur intérêt parce que le vapotage, là, dans le cas de figure des associations qui regardent le vapotage comme quelque chose qui pourrait renormaliser le tabagisme. La grande crainte, c'est celle-là. Et c'est basé aussi beaucoup sur cette fameuse théorie de la passerelle qui voudrait qu'un utilisateur qui commence le vapotage finisse par aussi devenir fumeur. Donc l'association, même si dans son objet principal, c'est pas la lutte contre le vapotage, par assimilation, elle estime que le vapotage est un risque de renormalisation du tabagisme. Donc, c'est indirectement ou par extension, elle s'y intéresse. Ça a été d'ailleurs une des lignes de défense des personnes attaquées, de dire mais vous, c'est la lutte contre le tabac, c'est pas la lutte contre le vapotage. Donc, vous n'avez pas à nous attaquer. Vous n'êtes pas légitime à nous attaquer. Et donc, du coup eux disent, via leurs avocats, disent non, il faut inscrire cette continuité et dire que si, on est légitime pour lutter contre le vapotage. D'ailleurs, c'est pas pour rien que finalement, l'une des premières sociétés à avoir eu des déboires juridiques, c'est une société issue de l'industrie du tabac. Donc on est bien dans cette, dans cette vision du vapotage qui n'est pas directement, qui ne menace pas directement la lutte contre le tabagisme, mais à partir du moment où l'auteur du discours commercial sur le vapotage vient du tabac, là il y a un lien très clair qui est fait dans leur tête. Et à ce moment-là, c'est la tête de gondole qu'on va viser, c'est en premier le fabricant de tabac qui fait de la vapote. Alors du coup, très concrètement, sur quoi on peut attaquer un acteur du marché ? Sur de la publicité papier, sur Internet, en fait, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont peut-être des shops, qui sont peut-être fabricants ou distributeurs, est-ce qu'il y a sur quel format, sur quel canal ils doivent être spécialement sensibles et spécialement prudents ? Normalement, encore une fois, on rappelle, on n'est pas avocat, donc pour être sûr, pas d'engagement juridique ici. Mais grosso modo, la publicité sur le lieu de vente, elle est autorisée. Et en dehors de ça, elle est interdite. Donc on ne pourrait pas, par exemple, aller, aller sur Facebook et dire mes produits sont super. Voilà. Par contre, sur une boutique en ligne qui nous appartient, je suis vendeur, j'ai une boutique en ligne, dire mes produits, voilà, ils sont présentés de telle manière, c'est OK. Mais si j'ai une boutique en ligne et que mes produits, je les propose en développant un argumentaire commercial poussé, par exemple, ce liquide au goût tabac est très très bon à déguster le soir, tranquillement sur un canapé. Vous allez passer une bonne soirée relax. Là, on n'est plus dans la présentation factuelle du produit, on est dans une sorte de publicité et d'incitation à la consommation. Ce qu'on appelle la propagande, je crois. Voilà, et donc là, on est en train de passer la ligne rouge, quoi. Voilà. Mais en théorie, on ne devrait pas pouvoir parler en dehors de son lieu de vente. Sauf que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas, puisque le vapotage, par définition, étant un phénomène social, il y a un élan communautaire, il y a des consommateurs qui s'entraident, il y a des communications entre les professionnels, etc. etc. Donc c'est très difficilement contrôlable. Et puis surtout, et c'est là où on en parlait tout à l'heure avec Sébastien, c'est que le vapotage, dans les faits, il aide à arrêter de fumer. Et c'est là où il y a une dissonance dans l'objet de ces associations qui sont censées lutter contre le tabagisme. À partir du moment où le vapotage est rappelé comme étant une aide à l'arrêt du tabac, on arrive à l'encontre de cette logique-là. Et donc c'est là où finalement l'association haineuse envers le vapotage botte un petit peu en touche et ne sait plus trop si elle nous identifie comme un ennemi ou comme un allié. D'où l'intérêt de toujours rappeler, dans le contexte de vente, dans le contexte de la communication commerciale, que le produit aide
ou en tout cas s'inscrit dans une démarche de réduction des risques, ou un petit peu plus élaborée, d'arrêt du tabac. Donc là, le conseil très pratique que tu nous donnes, c'est dès que je fais un peu de publicité pour un produit, je rappelle par ailleurs qu'il est là pour nous aider à décrocher du tabac, c'est ça? Exactement. Donc il faut contextualiser la manière dont le produit est présenté. Il faut essayer de ne pas aller au-delà. Par exemple, le terme du lifestyle qu'on appelle dans le monde marketing, on va dire voilà, ok, ce produit-là, il se consomme généralement en fin de journée, c'est une classe socio-professionnelle, C++, etc. Donc tous les à côté, l'univers graphique qu'on va mettre en place pour vendre le produit et qui normalement aide à la vente, évidemment, c'est normal qu'on ait envie de faire ça, mais c'est là où on commence à s'approcher du danger. Donc en théorie, pour être complètement clean sur le lieu de vente, il faudrait simplement s'en tenir aux faits. C'est une vaporette qui dure 2 heures, qui contient un arôme framboise et qui est vendue 15 €. Point. Sauf que c'est très compliqué pour un vendeur on le voit ici, de faire ça. Une créativité incroyable, forcément, qui, comme tu le dis, soutient les produits. Est-ce qu'on peut s'attendre à... En fait, la question aussi qu'on pourrait se poser, évidemment, c'est si moi j'ai une boutique, est-ce que ces associations, elles vont peut-être d'abord s'attaquer en gros aux gros distributeurs, aux entreprises principales du marché? Est-ce qu'elles vont aussi aller s'attaquer à une simple boutique? Ou est-ce que, alors évidemment qu'on n'est pas à leur place, on ne peut pas savoir, mais on peut regarder ce qui s'est passé depuis quelques années. Et est-ce qu'on risque quelque chose quand on a juste sa boutique? Et est-ce que quelqu'un va aller vous ennuyer parce que vous avez une affiche qui est trop propagande? Là, c'est un sujet qui est intéressant et qui est hyper flou parce que l'interdiction, c'est l'interdiction sur les produits du vapotage. C'est pas l'interdiction de faire de la pub pour une boutique, sur le principe. Hein. Encore une fois, je suis pas avocat, mais on trouve dans les bleds, dans les villages, on trouve des panneaux de signalétique. Bureau de tabac à droite. Donc pourquoi pas boutique de vapotage à gauche. Une boutique de vapotage qui s'implante dans un bled, est-ce qu'elle a le droit de faire de la pub dans le canard, voire dans le canard de la mairie pour dire bah voilà, je suis une boutique de vapotage? Moi j'en vois passer des choses comme ça. Mais à vrai dire, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est autorisé, pas autorisé? Une boutique qui s'installe, qui fait juste une petite campagne de pub pour dire bah, j'existe. Franchement, moi, je sais pas. Je sais pas si c'est légal ou pas légal. Je le vois passer. Je vois qu'il y en a qui le font. Mais je sais pas. Après, en termes d'échelle, un procès, ça coûte cher. Il faut envoyer un avocat, etc. Ou alors, il faut vraiment avoir une organisation. Moi, je l'ai vu dans d'autres domaines. Les auto-écoles qui se faisaient attaquer parce qu'ils ne mettaient pas leur numéro d'agrément. Et c'était 150 procès en même temps pour une association de consommateurs qui se finançait comme ça. Bon, voilà, peut-être ça peut arriver, je ne sais pas, mais il y a un vide. En tout cas, pour moi, il y a un vide là-dessus. En tout cas, au niveau du choix des clients pour les procès, ils ne sont pas faits au hasard, bien évidemment. On parlait tout à l'heure que généralement les premiers acteurs à se faire attaquer, parce qu'ils ont le dos très très solide, c'est l'industrie du tabac. Ils sont très habitués à se faire taper dessus. Ça fait partie de leur identité limite. Donc un fabricant de tabac qui se met à faire de la vape et qui a des techniques marketing assez agressives, généralement c'est sur lui qu'on va taper en premier. Parce qu'il va tout simplement faire un objet d'exemple. Donc voilà. Après, dans le secteur indépendant du vapotage, parce qu'en France on a la chance d'avoir cette distinction-là, c'est pareil, généralement, voilà, dans l'histoire en tout cas juridique du moment jusqu'à présent, les vendeurs en ligne, certains vendeurs en ligne ont été pris comme des sujets de tests juridiques et ont eu quelques problèmes. Donc ils ne sont pas pris au hasard, quoi. Ouais, je crois qu'on peut rappeler qu'il y a certaines assos dont le budget en fait est fondé notamment sur le gain qu'ils ont à la suite des procès. Oui, parce qu'ils sont reconnus d'utilité publique, comme le disait Sébastien. C'est des vieilles associations qui ont montré au gouvernement que voilà, ça faisait du bien à la collectivité et à la société. Donc, ils peuvent avoir une mission d'utilité publique pour aller défendre les intérêts de la collectivité. Donc, c'est sûr que là, ceux qui sont les plus concernés, ça ne va pas être une boutique isolée. Ça sera un gros producteur, ils vont scanner son site internet, ils vont essayer de chercher ce qui est un peu limite. Sauf si, à un moment donné, parce que ça se fait, vraiment, il y a des associations de défense des consommateurs qui mettent en place des industries, c'est-à-dire un schéma d'attaquer les gens. Dans l'exemple des auto-écoles, ils réclamaient 7 500 €.
mais à 2000, 3000 auto-écoles, sur un truc qui était... ça passait devant le juge, et de toute façon, le juge, en 2 secondes, il disait « Ok, c'est bon ». Et ils ont tous payé 7 500 €, quoi. Donc il peut y avoir ce risque, à un moment donné, qu'ils trouvent un petit truc qui va marcher, c'est sûr, et ils vont industrialiser le truc. Voilà, ça peut arriver. Alors après, sur quoi, je ne sais pas, peut-être ça n'arrivera jamais, tant mieux, mais effectivement, le conseil qu'on peut donner, c'est d'être vraiment prudent. Et puis moi, c'est le conseil que je donne, il faut respecter la loi. Enfin, voilà, la loi n'a aucun sens. Clairement. Il y a dans le choix, je pense, que du candidat au bon procès, il y a son historique, c'est-à-dire quelle est son identité. Est-ce que, par exemple, il était fabricant de tabac? Ça, c'est un bon exemple. Et puis après, il y a aussi le profil de celui qui va faire le plus de bruit, qui va donc être beaucoup plus visible. Donc si je lance une campagne de communication aujourd'hui qui implique des milliers d'euros avec, je sais pas moi, des véhicules qui parcourent une ville, etc., je vais être très visible. Donc plus on est visible, plus on est exposé, et plus on peut faire l'objet d'un exemple juridique pour après faire un cas de jurisprudence, et puis ainsi de suite. Donc plus on est discret, mieux c'est. Mais en même temps, c'est très dur parce qu'on est dans un environnement commercial, et donc il faut bien que chacun trouve sa voie et sa forme d'expression, et fasse de preuve de créativité pour vendre ses produits. Mais à un moment donné, plus il va y avoir une limite, quoi. On va devenir exposé plus qu'un autre parce qu'on aura réussi notre pari de communication, et à ce moment-là viendront peut-être les... Ça peut devenir dangereux, ouais. Donc si je peux résumer un peu la situation, il y a une loi qui est claire, mais il y a une application qui est un peu floue. C'est-à-dire qu'on sent que c'est moins drastique que pour le tabac. Et donc, ça appelle pour tous les acteurs du marché à globalement être très prudents. Très prudent, mais en fait, c'est même pas une question de prudence. Je pense que c'est une question de responsabilité. Ce produit s'inscrit, en tout cas, c'est tel qu'il a été socialement construit. Il s'inscrit dans une démarche d'arrêt du tabac, de réduction des risques. Donc, à partir du moment où on rappelle ce contexte-là, je pense que déjà, on se prémunit de beaucoup de problèmes. On sait qu'il y a un traumatisme dans la pensée de la santé publique sur les jeunes. Il faut protéger les jeunes, alors que ça soit fondé ou pas, c'est pas la question. C'est le fait est là que le législateur est traumatisé. Donc il faut à tout prix lui donner raison dans ce discours-là qu'on a commercialement, en disant regardez, nous n'essayons pas d'attirer les jeunes. Et ça c'est très compliqué parce que qu'est-ce qui attire un jeune? Ça va être ses référents culturels, les séries télé, la musique, les codes vestimentaires, ça va être les tranches d'âge qu'on va montrer à l'écran. Ça va être les goûts, les couleurs, il y a énormément de choses, quoi. Et où s'arrête la jeunesse, où commence l'âge adulte, c'est très compliqué aussi. Donc c'est compliqué. Mais bon, il y a quand même des choses, il paraît, je pense, évident à tout le monde que un petit nounours s'adresse plus à un enfant qu'à un adulte, même si l'adulte est peut-être sensible à ça, mais voilà. Donc il y a quand même des choses un petit peu évidentes qu'on peut identifier pour essayer d'éviter des problèmes. Ce qui pose, je pense, évidemment la question éminemment actuelle, qui est la question de la puff. On sent qu'on joue souvent sur un terrain un peu sensible. On lui reproche en général, en gros, de s'adresser de manière trop directe aux adolescents. Est-ce qu'avec la puff, on risque de se braquer? C'est-à-dire, on risque des jurisprudences de la justice à l'égard de l'industrie de la vape, c'est-à-dire un durcissement des règles parce que la puff va trop loin. La puff, c'est pas l'objet, il est bien choisi parce qu'il est très favorable à la communication dynamique, volatile, très rapide, très fun, très flash. Donc vu que c'est des produits qu'on utilise pendant un bref moment, qui a tout un tas de saveurs, ce sont des consommables par excellence. Donc le marketing qui va s'accompagner pour ce type de produit va être lui aussi très volatile, très consommable, très, très rapide. Donc c'est vrai que c'est propice au développement de campagnes de communication qui sont très acidulées, voilà. Et donc, vu que c'est un produit en plus qui est très accessible, vu qu'il ne demande pas d'apprentissage particulier au niveau technique, etc., et que ça se trouve dans les bureaux de tabac ou dans les vape shops, donc c'est un objet qui est parfait justement pour développer ce genre de communication un peu borderline. Et c'est un objet qui est compliqué commercialement. Après, c'est là qu'on touche les paradoxes, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas le droit de communiquer sur un produit, sur une pratique, on restreint l'espace de communication. Et aujourd'hui, l'espace de communication pour les puffs, c'est le produit. C'est juste le produit, en fait. Il y a le carton qui est un petit peu autour, etc. Ajoutez à cela que, effectivement, c'est un produit
comme dit Guilain, qui est hyper consommable, pratique, il n'y a pas d'explication. Donc ça devient le produit miracle pour les buralistes qui vont pouvoir du coup faire du vapotage sans sortir de derrière leur comptoir et rendre la monnaie comme ils font, quoi. Voilà, c'est le principe des buralistes, ils vendent des choses très très rapidement, etc. Mais ce qui fait que ça crée le piège en fait. C'est-à-dire que s'il y avait possibilité de communiquer, c'est en amont la communication, hein, la publicité, on dit aux gens des choses, on fait des visuels, etc. Mais là, comme ça se restreint, le territoire de communication devient uniquement le produit. Et du coup, dans les rayons, il n'y a que le produit, son petit cartonnage qui peut communiquer. Et donc, du coup, ça devient complètement exubérant. Et puis, oui, ça part en cacahuète, les jeunes, etc. Alors après, on peut dire l'aspect régressif des adultes et tout. On en voit passer sur les groupes autosupport des gens qui ont 40, 50 ans, qui ont commencé avec des puffs, quoi, hein, roses, vertes, etc. On ne sait plus très bien où se situer, quoi. Mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment le point important. C'est-à-dire que quand on réduit les espaces pour communiquer, on rend les choses beaucoup plus compliquées et du coup on crée ce territoire qui fait que ça part dans tous les sens jusqu'à un point de non-contrôle. Voilà. Oui, parce que Sébastien, on en discute en dehors de cette conférence, on se parle aussi, et c'est vrai qu'on en discutait ce matin, c'est que dans l'absence d'un cadre, en fait, c'est n'importe quoi, ça fuite de partout, quoi. Alors que s'il y avait un cadre réglementaire qui autoriserait la publicité, mais sous certaines conditions, et on s'en porterait beaucoup mieux. C'est justement parce que c'est interdit que la publicité aujourd'hui, elle est sauvage, quoi. Si la pub était autorisée, alors je donnais l'exemple de l'alcool ce matin, c'est pas forcément un bon exemple parce que l'alcool ça tue, contrairement au vapotage. Mais si c'était vraiment très très encadré, pour faire simple, oui à la publicité, mais par contre ça doit s'adresser à un public adulte avec des messages, etc. Déjà, ce cadre-là amènerait un cadre marketing, communication, qui fait que on ne pourrait pas partir en termes, même moi je suis directeur d'une agence de com, donc on ne pourrait pas lancer le concept et formaliser le concept sur quelque chose qui est interdit déjà. Il y aurait déjà des prérequis. Ce qui fait que même la continuité du marketing, du produit, serait dans cette veine en fait. On ne pourrait pas faire une pub hyper clean, carré, cadré et tout pour vendre un produit feu d'artifice, quoi. Il faut qu'il y ait une cohérence dans le marketing. Donc paradoxalement, et malheureusement c'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est que de débloquer certaines portes, autoriser la publicité mais de l'encadrer très fermement, ça permettrait certainement de beaucoup mieux canaliser ce que l'on souhaite au final, c'est-à-dire s'adresser aux fumeurs. Alors concrètement, est-ce qu'on peut s'attendre dans les années à venir, peut-être pas au niveau national mais au niveau européen, d'un assouplissement sur ces questions de publicité? Pas du tout. Non, ça va s'empirer. Ça sera oui, pas du tout, parce que bon, on n'a pas vraiment parlé ce matin, mais le vrai problème des législations, notamment à l'Europe, c'est qu'ils prennent même pas le temps d'évaluer les conséquences des premières législations. Donc là, la pub a été interdite, voilà. De toute façon, il n'y a pas de processus d'évaluation, donc voilà, c'est fait. Ça va être compliqué. Enfin, ça va mettre. Ça arrivera peut-être un jour, hein, mais ça va mettre des dizaines et des dizaines d'années. Ça, c'est vraiment un point qui est plié, quoi. Oui, et puis comme la manière dont on a introduit la conférence, c'est que voilà, le code de la santé publique français, il est très clair. Hein, c'est produit du tabac, produit du vapotage. Donc moi, quand je me pose une question sur la publicité ou quand un professionnel me pose la question, il faut. En fait, l'analogie, elle est très simple. C'est du tabac. Donc, est-ce que on parlerait d'une grande marque de cigarettes de la même manière qu'un produit du vapotage? Est-ce que j'irais sur Facebook créer un groupe des fans de la Lucky Strike? Est-ce que ça paraît inconcevable quand on y pense? Mais en fait, dans la loi, c'est ça. Donc le seul moyen de se prémunir, c'est de montrer l'utilité sociale de force de ce produit-là, que par les statistiques, par l'épidémiologie, par la baisse du nombre de fumeurs, par les bienfaits que le produit apporte dans la santé publique, par les faits, ce produit s'impose, comme il l'a toujours fait finalement, et que la publicité, qu'on ait une tolérance constatée, mais on ne pourra jamais espérer avoir une tolérance sur le papier juridiquement. Parce que si je comprends bien, souvent c'est les assos qui sont à l'origine du coup des attaques juridiques. J'imagine que la justice est déjà un peu encombrée, donc elle a autre chose à faire. Du coup, ça vient toujours des assos. Ce que je comprends aussi, c'est que ces assos étaient initialement contre le tabac, donc elles pourraient en soi comprendre ce que croit l'industrie de la vape, c'est-à-dire que la vape aide
à décrocher du tabac. Du coup, la solution, est-ce que ça ne serait pas d'une certaine manière de réussir à gagner ces assos et à leur expliquer, à les convaincre des bénéfices de la vape? Est-ce que c'est pas là où se jouerait en fait l'enjeu de la publicité? Si, je pense que de toute manière, le dialogue a toujours été constructif, que ce soit avec les instances gouvernementales ou associatives, et il faut à tout prix parler. Et ces associations sont sensibles à leur image aussi, ça c'est un point que Sébastien connaît bien, mais elles sont reconnues d'utilité publique. Donc c'est des associations qui sont censées faire le bien autour d'elles, on est censé les applaudir. Et quand elles s'aperçoivent qu'il y a, je sais pas moi, une centaine de vapoteurs énervés sur Facebook qui fustigent le président d'une association, ça les déstabilise beaucoup. Alors il faut surtout pas faire ça évidemment, mais elles sont sensibles à leur image. Donc si le vapotage se renforce dans cette attitude, j'aide les gens à arrêter de fumer et je ne renormalise pas le tabagisme par des gestes, par un langage. Et je n'attire pas les jeunes, ça fait beaucoup de choses, mais bon, c'est voilà. À partir de ce moment-là, je pense que le dialogue, il est beaucoup plus simple, et surtout rester diplomate, bien évidemment, parce que ça fait hérisser le poil. Et Sébastien, il est tout le temps énervé sur Twitter, il insulte tout le monde, mais non, je n'insulte pas, je n'insulte pas. Mais voilà, ce sont des gens qui sont sensibles au dialogue, donc il faut être patient et il faut montrer par les faits qu'on a une démarche intéressante pour la santé publique. Alors, on a affaire à des gens en fait qui disent, et ils ont raison en fait, ne pas fumer, ne pas vapoter, c'est mieux. Ne rien faire, c'est mieux. Voilà. Par contre, c'est pas la vie, c'est pas ça en fait, ça n'existe pas. Donc, mais ils sont dans leur position du rien, quoi, du rien. Donc, faut arriver à les convaincre que pas. Mais ils sont convaincus que le vapotage conduit au tabagisme, même si toutes les données et scientifiques et épidémiologiques le contredisent. Mais à partir du moment où les gens sont fixés dans ce point de vue, c'est très difficile de leur dire mais ayez un point de vue un petit peu différent sur le vapotage. Et après, c'est aussi une question de lecture, d'existence. C'est beaucoup plus simple, en fait, de dire nous, on se bat contre tout. Voilà, c'est simple, il n'y a pas de nuance. Notre existence, elle est là, quoi. Voilà, ça va de là à de là, c'est super simple. S'il devait y avoir des nuances, ça deviendrait compliqué. Et, surtout qu'en plus, il y a le mélange, il y a les indépendants, mais il y a l'industrie du tabac. C'est des gens qui ont construit une haine de l'industrie du tabac, qui fait que même, moi je le dis souvent, même si demain l'industrie du tabac se mettait à faire du jus d'orange bio, le jus d'orange bio deviendrait quelque chose de satanique. C'est la réalité. C'est la construction de leur discours, en fait. Donc, c'est là que c'est très compliqué. Donc, moi, je fonde peu d'espoir vers ces gens-là, si ce n'est un renouvellement générationnel, c'est-à-dire des gens plus jeunes qui viennent d'autres origines et qui, à un moment donné, disent, bon, on peut peut-être ponctuer le discours différemment. Mais ça viendra aussi, comme le dit Guylain, du monde de la vape, qui, sans parler d'autocensure, mais qui, à un moment donné, prendra aussi ses responsabilités et essaiera de construire des choses qui pourront démontrer qu'on est de bonne volonté et démontrer que finalement, on a un terrain commun qui est celui d'aider les gens à arrêter de fumer. Et ça, alors l'autorégulation, c'est la meilleure chose qu'on pourrait nous souhaiter. Le problème étant qu'on évolue dans un monde économique qui est extrêmement dynamique. Et donc des sociétés se créent, des produits sont entrés sur le marché, des fortunes se font, se défont, il y a des tendances de consommation. Donc tout le monde court après la réussite commerciale. Et pour réussir commercialement, quand toutes les recettes ont été créées, la seule différence qui prime après, c'est le packaging, c'est la manière dont on va en parler, c'est l'univers graphique, c'est les codes, les couleurs. Et c'est là que d'un point de vue économique, lâcher la publicité, c'est-à-dire autoriser la publicité, faire de la communication même au niveau de l'État, comme ça se fait en Nouvelle-Zélande, comme ça se fait en Angleterre, mais surtout en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, c'est l'État, c'est le ministère de la Santé qui fait des publicités mainstream pour dire, si vous êtes fumeur, essayez le vapotage. De créer comme ça un élan, un appel d'air énorme, ça transformerait le monde de la vape aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre sur des parts de marché un petit peu fossilisées, qui progressent mais très très doucement, ça ouvrirait le marché et ça permettrait
n'as plus besoin de te battre avec les autres parce qu'en fait, tu vas conquérir un marché. Alors qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette interdiction de publicité, avec quelque chose qui devient un peu en vase clos, quoi. Voilà. Et il n'y a plus moyen de progresser. Le meilleur moyen de progresser aujourd'hui, c'est de prendre des parts de marché aux copains. Alors que si le marché s'ouvrait, et il était propulsé justement par les pouvoirs publics, à ce moment-là, chacun irait chercher des parts de marché qui n'existent pas, qui ne sont pas celles des copains. C'est des nouvelles parts de marché. Voilà. Alors, arrivera un moment où ça s'arrêterait aussi, ils se batailleraient entre eux. Mais faire tout ça et avec des bonnes règles, ça serait une bonne solution. Voilà. Et qui permettrait d'éviter beaucoup de dérives, en fait. Là, on a beaucoup de souhaits. Je pense que la situation qu'il y a en Nouvelle-Zélande n'arrivera a priori jamais chez nous. C'est-à-dire jamais l'État ne fera la publicité du vapotage. Alors, on peut préciser quand même qu'il y a 7-8 ans, en Nouvelle-Zélande, le vapotage avec nicotine était prohibé. Interdit. Et alors, qu'est-ce qui a provoqué ce revirement? Alors, un film, et surtout le fait que la Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays. Donc en gros, ce qui s'est passé, alors je schématise parce que ça a été un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, se sont retrouvés un jour dans une même salle de cinéma, toutes les parties prenantes. Ils ont vu un film et ils se sont dit non mais là on déconne complètement quoi. C'est tellement un petit pays qu'ils se connaissent tous, ils étaient tous là au même endroit et ça a basculé quoi. Voilà. Et ça a basculé en quelques années. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment en Nouvelle-Zélande, c'est les pouvoirs publics qui font la publicité pour le vapotage, pour la pratique du vapotage. Après, les commerçants, tout ça, ils se débrouillent avec leurs produits. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut en France en termes d'études pour prouver, peut-être auprès de ces associations, mais en général, pour défendre le bienfait du vapotage? Et si moi, si j'ai une boutique de vapotage, si je produis du liquide, en termes artisanal, où est-ce que je peux avoir accès à ces données pour défendre ma position? C'est-à-dire prouver que le vapotage a un bienfait pour la santé publique. Exactement. Quels arguments je peux sortir? Bon, l'argument numéro 1 que tout le monde sort, c'est de regarder chez le voisin au Royaume-Uni et de sortir le fameux rapport du département de santé qui chaque année est remis à jour. Et donc c'est ce fameux 95% de réduction des risques qu'on entend partout. Mais bon, finalement, c'est un discours qui est simple à comprendre et qui est étayé scientifiquement, qui est basé sur des analyses d'études. Donc c'est pas n'importe quoi. Bon, après, je pense qu'il a été beaucoup usé cet argument-là et qu'il a du mal maintenant à se refaire accepter. Enfin, en tout cas, il a perdu de sa valeur au fil du temps. Je pense qu'il n'y a qu'une seule donnée véritable qui fonctionne, c'est les données sociales et le temps que ça prend. C'est-à-dire que quand j'avais fait le film Beyond the Cloud, on avait discuté avec Anne Coppel, par exemple, qui est l'une des femmes qui a introduit la réduction des risques dans la lutte contre le sida en France. Et elle m'avait dit cette chose-là. Elle m'a dit, mais en fait, les choses vont s'imposer d'elles-mêmes. Quand au bout d'un moment on se rend compte qu'une population est en train de changer son comportement, qu'une maladie est en train de réduire, qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain et qui remontent directement, naturellement en tout cas dans le discours, les choses changent. Donc je pense qu'on peut espérer un petit peu ça. Mais on le sait, enfin, le Santé publique France, il y a déjà plusieurs années, on regrette qu'il n'y ait pas des chiffres plus récents, mais en 2017, déjà, enfin en 2018 ou 2019, il nous le disait sur des chiffres de 2017, de 2014 à 2017, Santé publique France a fait le compte. 700 000 personnes qui avaient arrêté avec le vapotage. Donc je veux dire, là, ça ne se discute pas. Aujourd'hui, il y a entre 50 et 100 études, publications, disons, qui sortent par semaine sur le vapotage. Donc il y a beaucoup de tri à faire, etc. Mais on le sait. Mais aujourd'hui, ça se passe en population. C'est admis, c'est quand même admis, mais la demande de ces fameuses associations anti-tabac aujourd'hui, c'est « Ah, mais il faut des études scientifiques avec contre-placebo, double aveugle, etc. » Il faut enfermer les gens dans des pièces, en fait, et puis voir s'ils arrêtent de fumer. Mais je pense que le fond du problème, c'est pas tant de dire « Regardez, essayez de nous écouter, ça permet d'arrêter de fumer », parce que cette allégation thérapeutique, finalement, entre dire « J'attire le jeune », où je prétends que mon produit est un médicament, parce que finalement dire qu'il arrête de fumer, c'est en faire un médicament. Cette allégation, bon, plus ou moins, en tout cas, aux yeux de la loi, ça finalement c'est pas le problème principal. Je pense qu'on peut aujourd'hui se dire, même si formellement c'est interdit, utiliser mon produit, il va vous permettre d'arrêter de fumer. En tout cas, il peut s'inscrire dans une démarche d'arrêt du tabac. Ça, c'est moins tabou, on va dire, juridiquement. Ce qui est très 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 touchy aujourd'hui, c'est les jeunes. Voilà, ça c'est les jeunes, c'est le point
central, je pense, s'il fallait retenir qu'une seule chose de cette conférence, c'est que tout est basé sur la crainte que le jeune va être attiré par ces produits et puis après, bon, finir fumeur ou pas, c'est pas. Mais voilà, il faut protéger le jeune. Donc voilà, c'est le point le plus important, je pense. Ouais, sachant que là aussi, on a des études françaises qui disent les choses. Hein. L'INSERM a fait une étude sur les journées du citoyen. Donc plusieurs dizaines de milliers de jeunes, entre les jeunes qui ont expérimenté d'abord le vapotage ou les jeunes qui ont expérimenté d'abord la cigarette combustible. Au final, il y en a moitié moins qui sont fumeurs combustibles régulièrement 2-3 ans après. Donc c'est pas complètement imperméable. Ça ne veut pas dire qu'un jeune qui commence avec le vapotage n'aura pas l'idée d'aller fumer une cigarette. Mais le lien de causalité, il n'est absolument pas démontré. Et surtout, le fait que les jeunes essayent le vapotage en premier, il y en a moitié moins qui deviennent fumeurs après. Mais c'est, encore une fois, voilà, c'est pas imperméable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est ce qu'on voit aux États-Unis sur les chiffres des jeunes qui fument aux États-Unis, c'est que ce qui nous a été prophétisé pendant des années et ce qui continue d'être prophétisé, c'est-à-dire le vapotage entraîne la consommation de nicotine et entraîne les jeunes vers le tabagisme, ça c'est faux. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Mais ces associations s'en fichent complètement. Voilà. Donc dans les faits, il faut juste considérer qu'en face, on a des gens qui sont traumatisés, qui sont apeurés de voir les jeunes addicts à la nicotine, même si c'est un non-sens et on est tous d'accord là-dessus, enfin je pense. Il faut considérer ça, simplement, et en faire une sorte de loi interne. Puis après, pour revenir sur le sujet de la publicité, encore une fois, la publicité, c'est pas le diable, c'est la possibilité de parler. Quand tu dis c'est un médicament, c'est une sorte de médicament, alors oui, les substituts nicotiniques, c'est un statut de médicament. Mais fondamentalement, y compris les substituts nicotiniques, c'est pas quelque chose qui soigne. Alors ça soigne la maladie du tabagisme, mais quelqu'un qui fume pendant des années, moi j'ai fumé pendant 30 ans, je ne suis pas à l'abri de maladies provoquées par le tabagisme. Plus je vais moins, enfin ça fait 10 ans que je fume plus, donc plus ça va avancer et plus je vais m'éloigner de ces possibilités. Mais si j'étais malade, le fait de vapoter ne va pas me soigner de mes maladies du tabagisme. C'est juste quelque chose qui va me permettre de sortir des risques que je prends du tabagisme. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est là où le vapotage est un produit de consommation courante. Et que dans ce cas-là, il faut se demander, ok, ce produit de consommation courante, quel risque il fait courir à la population? Aujourd'hui, ce n'est pas un risque sanitaire sur les gens. Enfin, en tout cas, il n'y a absolument rien de démontré. On n'a vu aucun mort, aucun malade du vapotage. C'est juste des idées que ça pourrait les jeunes, et c'est juste pour ça que c'est interdit la publicité. Après, bon, peut-être qu'il faut aussi rappeler les risques auxquels on est exposé. Je pense que financièrement, l'amende, en tout cas dans la loi, au maximum, je crois que c'est 200 000 € d'amende si on fait de la publicité pour le tabac aujourd'hui. Donc si on considère que le vapotage est du tabac, demain j'organise une course de voitures avec des logos de vape sur les voitures, je m'expose à des fortes amendes. Mais c'est même pas tant je pense que dans les faits, le risque financier il est relativement modéré, c'est surtout l'impact psychologique que ça peut avoir chez le directeur d'entreprise, chez les salariés, le traumatisme vécu, c'est des embêtements quotidiens, c'est la crainte du procès, c'est le fait de ne pas pouvoir parler pendant toute la durée du procès. Enfin, c'est extrêmement traumatisant, c'est quelque chose que je pense que personne, on ne souhaite ça à personne. Sachant que ceux qui ont eu des procès, est-ce que parfois ils ont pu les gagner? Est-ce qu'ils ont pu se défendre une fois que l'engrenage est lancé? C'est quasiment impossible de... Des cas que j'ai légèrement étudiés, ça se finit comme bien dans la mesure où personne ne va en prison et personne ne paye l'amende maximale. Par contre, ça se termine toujours mal dans le sens où l'objet de l'attaque était avéré. C'est-à-dire que le vapotage, on ne peut pas faire de publicité. Donc, en fait, tout le monde est hors la loi, quoi. Donc, c'est très simple. Mais si j'ai bien précisé que c'était pour décrocher du tabac, est-ce que le juge, finalement, va se dire, bon... c'est tempéré, c'est modéré, c'est pas si grave que ça? En fait, le juge, il lit la loi et il dit il y a un truc qui est autorisé, il y a un truc qui est ou interdit. Enfin, il y a un truc qui est interdit. Après, tous les contours, les détails, c'est pas son problème en fait. À un moment, tu as fait quelque chose qui est interdit par la loi. Point. Voilà. Et justement, comme on disait au début, il faut que la personne qui attaque soit légitime à attaquer.
C'est pour ça que ces associations font rentrer dans les jurisprudences le fait qu'elles sont des associations de lutte contre le vapotage. Alors moi, ça m'a rendu dingue. Hein. Ils se caractérisent comme étant des associations de lutte contre le tabagisme, enfin de lutte contre le tabac, un peu différent, et de lutte contre le vapotage. Voilà. On a aujourd'hui en France des associations qui sont officiellement des associations de lutte contre le vapotage. Je vous remercie. On va peut-être passer aux questions du public si vous avez des points concrets dont vous voudriez parler. C'est possible. Hop. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez évidemment venir à la fin de cette table ronde rencontrer Sébastien ou Guilain pour échanger avec eux. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir si communiquer sur les réseaux sociaux sur les bienfaits du vapotage en prenant comme base, par exemple, les articles que vous mettez sur le Vaping Post, est-ce que ça peut être considéré comme de la propagande ou de la publicité? En fait, il faut, encore une fois, je pense que quand on se pose une question, il faut toujours se dire, ce n'est pas du vapotage dont on parle, c'est du tabagisme. Donc, si j'étais journaliste spécialisé dans le tabagisme et que on parlait de Lucky Strike et Marlboro toute la journée, est-ce que vous, en tant que professionnel, à relayer ces informations ou en faire l'apologie ou la propagande ou la promotion ou la commercialisation, est-ce que vous seriez hors la loi? La réponse est oui. Mais dans les faits, on en parlait tout à l'heure, dans les faits, heureusement, on n'a pas 50 procès par jour. Mais si c'était le cas avec le tabac, ça serait le cas. On n'imaginerait pas une seconde un groupe Facebook de fans de Lucky Strike. C'est pas possible. Donc voilà, en soi, on n'est pas censé faire de la propagande, c'est-à-dire de communication positive, inciter à la consommation pour les produits du vapotage, en dehors du lieu de vente, sous certaines formes précises, notamment les affichettes, etc. Donc le fait de dire en dehors de son lieu de vente, ce produit il est super, je suis sur Instagram et je prends une photo du nouveau produit que je viens de rentrer en magasin et je dis il est vraiment super, hashtag summer, super pour l'été, à emporter dans toutes les poches, etc. Je suis hors la loi. Guilain, je crois que toi tu as un magazine. Elle a voulu répondre, mais je sais pas. Je ne parlais pas de produits, mais simplement communiquer sur les bienfaits que peuvent apporter le vapotage en général, en termes de santé, en termes de... Voilà, pas forcément prôner un produit que l'on vend en boutique, mais... juste du sujet en règle générale. Exactement. Ouais. Encore une fois, je pense que cette analogie avec le tabac, elle est toujours valide. C'est-à-dire que, admettons, dans un monde imaginaire où la cigarette serait bénéfique d'une certaine manière, le fait d'en faire l'apologie, en dehors d'une justification journalistique, c'est-à-dire je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas en train de décrire l'activité de quelqu'un, quoi que ce soit, c'est moi personnellement qui estime que la cigarette combustible c'est bon pour le bien-être personnel, faire ça publiquement, en soi oui, on est hors la loi. Le dernier point, oui, c'était par rapport au magazine. Je pense que tant que tu es dans des communications B2B, il y a une exception, c'est ça? Si tu as un magazine pro... Voilà, c'est ça. Là, il y a un arrêté ministériel qui autorise certaines publications professionnelles dont il faut prouver que la distribution est bien entre professionnels. Donc, du côté des buralistes, il y a par exemple la revue des tabacs ou le Losange aussi, je crois. Voilà, ça c'est des périodiques qui sont historiques en France. Et donc dans ces magazines-là, on trouve des publicités pour les feuilles à rouler, les briquets, les machines des cigarettiers, etc., etc. Donc dans le cadre professionnel, effectivement, là, le rideau est fermé. Grosso modo, on peut raconter ce qu'on veut. Dans la mesure du raisonnable, évidemment, mais voilà. Très bien, ouais. Est-ce qu'on a encore des questions du public? Hop. Bonjour Sébastien, bonjour Guilain. Avant tout, merci déjà de faire avancer la vape dans le bon sens du terme. Je suis dans le métier maintenant depuis 2012, donc j'ai vu aussi arriver la TPD en 2016 comme vous aviez dit. Et en fait, par rapport à cette loi sur la publicité, il stipule qu'en fait on a le droit de faire de l'information mais pas de la publicité. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est assez borderline.
Parce qu'on a toujours des confrères qui vont aller mettre des prix bradés sur Facebook, etc. Quand d'autres vont dire, voilà, on a reçu ça. Alors, où est cette limite justement entre l'information et la publicité ? Bah, alors, l'information, moi, je la mettrais plutôt du côté journalistique. C'est-à-dire, imaginons, je suis journaliste et je vais faire un reportage chez un cigarettier et je ne vais pas faire la promotion des cigarettes qu'il fabrique. Je vais expliquer quel est son métier, comment il s'organise, etc. Ça, je peux le faire parce que, en tant que journaliste, j'ai le droit de rapporter une information, même si elle est jugée dangereuse par la loi ou quoi que ce soit, comme j'irai voir un fabricant d'armes ou peu importe. Après, la présentation factuelle des produits dans un catalogue produit, et je pense que c'est l'objet de votre question, on est censé, effectivement, en dehors du réseau, présenter les produits. Il y a un bon exemple, il faut aller voir par exemple le site d'un fabricant de tabac. On ne va pas faire de la publicité pour eux, mais ces petites cigarettes. Il y a un fabricant de tabac très connu en France qui fabrique des vaporettes et qui a eu un procès l'année dernière. Et c'est très curieux, enfin c'est très parlant de regarder l'évolution de son site internet et la manière dont il communique aujourd'hui. Avant c'était Insta, c'était le lifestyle, c'était les goûts, les couleurs, c'est génial, prends la vape dans ton mode de vie et tout va aller, etc. Aujourd'hui son discours c'est elle coûte 15 €, il y a un arôme myrtille. Et ça s'arrête là, il n'y a plus du tout d'argumentaire commercial. On est juste dans le catalogue pur et dur, une référence, comme si on achetait un boulon dans une quincaillerie, quoi. Il n'y a plus rien. Et donc c'est malheureusement, je pense que c'est l'avenir de la communication du vapotage, parce que ces procès-là s'accumulent, enfin vont s'accumuler, et donc les jugements vont être de plus en plus rapides. Et donc si on dit vous avez enfreint la loi, monsieur, parce que vous avez été sur Instagram faire la promotion de votre dernier pod ou je sais pas quoi, on a déjà mis des amendes à un tel. On est dans le même cas de figure, ça va aller très vite. Le jugement, il va passer très vite. Et puis voilà, quoi. Donc au final, je pense qu'on va tous devoir être contraints de communiquer, comme le fait aujourd'hui ce fabricant de tabac qui vend de la vaporette en France, communiquer de manière purement factuelle. Après, le principe, quand on parlait d'une page Facebook ou un site internet, etc., de fait, c'est commercial. C'est-à-dire c'est émis par une entreprise. Et puis on est en dehors du lieu de vente, c'est surtout ça qui est important. Oui, aussi, exactement. Mais du coup, c'est un message commercial de fait, de facto, puisque c'est une entreprise qui parle. Donc, montrer les produits, les allégations, etc. Bon, bah là, c'est vraiment ouvertement de la publicité. Après, il y a la question, parce qu'il y a publicité et propagande. Et la propagande, c'est beaucoup plus flou, quoi. Et du coup, c'est vrai que pour les boutiques, avoir une page Facebook qui se contente à la limite de faire de la veille, quoi, hein, qui dit, bah voilà, il y a un article intéressant sur Vaping Post qui dit ça. Il y a un article intéressant sur Vapio qui dit ça. Il y a une étude qui est sortie sur PubMed. Je mets carrément un lien sur PubMed, une étude. Moi, de mon point de vue, on pourrait dire que c'est de la propagande. Moi, de mon point de vue, je suis juste en train de dire, bah voilà ce qu'on dit de mon produit. Voilà. Mais au final, ça reste une marque, une boutique qui, comme dit Guilain, sort. On n'est pas dans la boutique, on n'est pas sur le site. Et alors aujourd'hui, les attaques, elles sont sur la publicité, elles sont sur les gros, mais il faut savoir qu'il y a aussi ce mot propagande. Et à un moment donné, de simplement sous une marque commerciale de parler juste du produit, est-ce que ça peut être qualifié de propagande ? Moi, je m'interroge, quoi. Le fait de partager une publication scientifique sur sa page Facebook, je suis un vendeur, j'ai une page Facebook, il y a une publication dans PubMed qui vient de paraître, je la partage avec un petit commentaire en disant regardez, c'est intéressant, il y a un taux d'arrêt du tabac extraordinaire. Ça, on est sous un couvert journalistique. C'est une information qui a été faite par un Mais la boutique n'est pas journaliste. Oui, mais elle fait que relayer. Elle fait de la propagande. Oui, mais elle fait que enfin, ouais, après, mais on va rentrer dans des discussions floues parce qu'obligatoirement c'est flou le sujet. Mais c'est la présentation positive d'un sujet, pour moi, la propagande, et qui incite à sa consommation, quoi. Donc après, je pense que c'est pas le premier de nos problèmes. Le premier de nos problèmes, c'est la manière de communiquer sur le lieu de vente, donc notamment les sites internet ou la boutique de vape. Ou les salons, ou je sais pas quoi, moi, voilà, ça c'est le premier problème. Et la manière de présenter les produits en tant que tel, c'est-à-dire que sur son emballage, quelles sont les informations que je peux y trouver, quoi. Voilà. Est-ce que les couleurs sont acidulées ? Est-ce que j'utilise des jouets pour enfants pour faire valoir un goût et des couleurs dans mes produits ? Est-ce que j'utilise un univers graphique d'une série télé qui attire les adolescents ?
Est-ce que je fais... Là, on est dans le message, hein, parce que quand on dit publicité, en fait, dans le mot publicité, il y a achat d'espace publicitaire. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on est dans la boutique, en gros, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'achat d'espace publicitaire. Mais la publicité, c'est le fait même. C'est pas que le message. La publicité, c'est acheter de l'espace publicitaire, quoi. Donc effectivement, quand on est sur sa page Facebook, quand on est sur sa boutique, sur son site internet, déjà, il n'y a pas achat d'espace publicitaire. C'est chez moi. Donc, je monte mes nouveaux produits, je ne sais pas. Enfin, il y a un gros flou. Hein, il y a un gros flou. On regrette beaucoup une certaine époque où il y avait des discussions où on parlait de ça. C'était un sujet qui devait s'ouvrir, hein, qui était complètement fermé il y a 5 ou 6 ans. Mais c'était un sujet qui devait s'ouvrir, justement, avec la DGS, pour clarifier. Publicité et propagande, c'est pas la même chose. Oui, c'est toujours flou. Hein. Bah, propagande, ça veut dire quoi? Alors, on a une autre question du public ici. Merci. Du coup, je voulais savoir par rapport à la publicité nominative. J'ai entendu dire qu'on pouvait se permettre de faire de la publicité nominative, c'est-à-dire en l'adressant directement à monsieur quelque chose. Est-ce que... Il y a une newsletter, par exemple, ou un email? Oui, alors je pensais plus distribution de tracts en boîte aux lettres, adressée à monsieur qui est adulte, madame. Alors, moi, j'ai une agence de com, hein, de pub. C'est de la pub. Hein. C'est de l'achat d'espace. Hein. Donc, boîte aux lettres. Alors déjà, en plus, il y a le oui pub qui arrive. Donc ça, c'est fini. Hein. La pub en boîte aux lettres, ça va être terminé. Les gens pouvaient mettre non, je veux pas de pub. Maintenant, il va falloir qu'ils mettent oui, je veux de la pub sur les boîtes aux lettres. Donc ça, c'est complètement terminé. Hein. Donc, et c'est de l'achat d'espace publicitaire. Hein. Là, c'est de la pub, hein, complet. Hein. Il y a acte. C'est pour ça que je mets le point là-dessus parce que je ne suis pas sûr que ça a été abordé dans les procès, etc. Mais moi, étant mon métier, la publicité, il y a acte d'achat d'espace. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, ça sera quelque chose qui sera traité par des personnes qui sont vraiment avocats, ce qu'on n'est pas, on le rappelle. On le rappelle. Non, je pense que la chose à éviter, si on peut donner un exemple très concret, c'est louer par exemple une centaine d'abribus dans sa ville pour placarder voilà, la sortie d'un nouveau liquide. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Ouais. Mais l'ouverture d'une boutique, c'est différent. C'est différent. Mais on ne sait pas si c'est autorisé ou pas. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Ça coûte un peu cher hein, quand même de prendre des abribus dans une ville, mais oui, sur le principe. Très bien. Est-ce qu'on a encore une dernière question et après, bon, on va peut-être s'arrêter là. Évidemment, vous pouvez rester pour échanger avec nos deux invités. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Guilain. Merci. Merci beaucoup. On sent que c'est un sujet qui est complexe hein, parce qu'il y a un flou juridique. Il faut slalomer avec intelligence et adresse entre les différents obstacles. Et en même temps, on sait que c'est absolument central comme sujet pour la suite de la VAP. Donc on vous encourage tous à rester vigilants sur cette question, à vous former, à vous informer. Parce que de ça, enfin de ces règles juridiques, dépend un peu l'avenir de l'industrie quand même. Bien, écoutez, merci à tous, bon après-midi. Vous pouvez continuer à découvrir le salon. Et alors je vous rappelle qu'avec vos passes, vous avez aussi accès au salon du CBD, qui est juste là derrière. Bon après-midi, au revoir à tous. Dashing.